Alors, que nous dit Nietzsche dans cette introduction théorique à la vérité au sens extramoral, c'est-à-dire indépendamment du bien et du mal? Nietzsche dit la chose suivante, il nous dit finalement l'être humain, c'est d'abord une réceptivité. C'est d'abord un corps, des organes perceptifs, une façon de recevoir le monde. Cette façon de recevoir le monde, elle constitue déjà, par sa réceptivité, par sa structure interne, par ce qu'elle est, déjà une traduction, c'est le mot qu'il emploie, du monde extérieur. Je vais prendre un exemple, qui est la lumière. Alors je l'avais dit peut-être précédemment en cours, vous savez qu'il y a deux versions de la lumière scientifique. Il y a une version qui insiste sur les photons, qui voit la lumière comme une émission de particules, dont le trajet est linéaire. Et puis il y a une version de la lumière qui est ondulatoire, où la lumière est une modification ondulatoire du milieu et n'est pas interprétée comme une émission linéaire de particules ou de photons. Ces deux versions valent, ça dépend de la façon dont on teste la lumière, dont on l'approche, que ce soit la version linéaire corpusculaire ou que ce soit la version ondulatoire. Voilà, elles ont chacune leur pertinence. D'ailleurs, l'une n'est pas incompatible avec l'autre. On peut à la fois aborder la lumière à partir des phénomènes ondulatoires et puis ne pas nier l'existence et même s'intéresser à l'existence du photon. Et voilà. Donc la lumière pour nous, telle que nous la recevons, qu'est-ce que c'est? C'est à travers la lumière que nous voyons le monde extérieur, que le monde pour nous extérieur est baigné d'une clarté, qu'on va pouvoir discerner les choses, donc après les distinguer, en parler, avec notre langage, constituer un savoir, poser des jugements, émettre des énoncés, des propositions, construire des théories, des hypothèses, etc. Et la lumière, vous le savez peut-être, ça n'est qu'une petite partie du spectre électromagnétique. Le spectre électromagnétique, c'est-à-dire l'ensemble des ondes qui est autour de nous, c'est un spectre extrêmement vaste. Ça va des ondes gamma aux ondes radio. Les ondes radio, elles ont une longueur d'onde qui est très grande, puis les ondes gamma, elles ont une longueur d'onde qui est toute petite. Dans toutes ces ondes, il y a notamment les infrarouges qui sont célèbres, voilà, il y a les rayons X, etc. Et ce qu'on appelle la lumière et sa décomposition en couleurs, c'est une petite partie du spectre d'ondes, du spectre électromagnétique qui vient toucher notre œil. Notre œil qui, vous savez, au fond de l'œil, l'image du monde est inversée. Et cette image inversée se transmet à travers le nerf optique et qui traverse notre corps. Et notre corps, c'est comme système nerveux, c'est un système électrique et chimique. Électrochimique, d'ailleurs, pourrait-on dire, plutôt qu'électromagnétique. Et donc, la première traduction du monde, c'est un premier filtre, si vous voulez. Je prends l'exemple de la lumière. Ça vaudrait pour les sons, ça vaudrait pour les odeurs, etc., pour les saveurs. C'est qu'il y a une toute petite partie du spectre électromagnétique qui est filtrée par ma réceptivité humaine et qui se traduit en signal électrique en moi. Et dans cette petite partie de spectre électromagnétique qu'on appelle le spectre visible, existent les couleurs, qui en fait, les couleurs, on les distingue du fait de leur petite variation de longueur d'onde. Mais il faut bien savoir que non seulement notre œil est limité pour percevoir les petites différences entre couleurs, mais aussi on pourrait imaginer un œil qui percevrait moins de couleurs, ou beaucoup plus de couleurs, si vous voulez. Beaucoup plus de décomposition, et pour qui le rouge ne voudrait rien dire, parce qu'il y aurait tellement de couleurs et de capacité de nommer toutes les variations d'onde que le rouge en lui-même ne voudrait rien dire. Si vous voulez, les couleurs primaires ne voudraient pas dire grand-chose, ce serait une découpe qui ne renverrait pas à la réalité telle qu'elle est, qui serait plus précise, plus décomposée, etc. Donc vous voyez qu'il y a une première traduction du monde en nous, qui est une traduction en signal électrique, électrochimique, qui est liée à notre réceptivité. Et Nietzsche nous dit il n'y a pas de rapport de causalité. Alors ça, c'est très étonnant, parce que on pourrait nous dire, mais la lumière qui vient frapper notre œil, c'est quand même la cause de ce qui produit en moi le signal de transmission électrique.
à travers le nerf optique. Eh bien, Nietzsche est d'accord et n'est pas d'accord. Oui, c'est ce qui provoque, si vous voulez, c'est l'élément déclencheur, parce que s'il n'y avait pas de lumière qui venait toucher notre œil, d'image qui se formait dans notre œil, il n'y aurait pas de signal à travers le nerf optique. D'accord, bien sûr. Mais ce que Nietzsche dit, c'est qu'il n'y a pas un rapport de causalité au sens où il n'y a pas de nécessité. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'effet de cette cause qu'est la lumière ne ressemble pas et comment dirais-je, n'est pas impliqué nécessairement par la lumière. C'est-à-dire on pourrait imaginer tant d'autres façons de recevoir ce que nous appelons la lumière ou le spectre électromagnétique, ou même cette petite partie qu'on appelle le spectre visible. C'est une façon parmi d'autres. Donc oui, c'est, si vous voulez, la réaction à une action, qui est l'action de la lumière sur nous, mais cette réaction, elle n'a pas de rapport de nécessité. Or, quand on pense à la causalité, au rapport entre une cause et un effet, on pense à un rapport de nécessité. Si je jette quelque chose en l'air, ça va être la cause à la fois de son élévation et de sa chute. La cause de sa chute, c'est la gravité, et l'effet est nécessaire. Et Nietzsche nous dit, il n'y a pas cet effet de nécessité dans ma façon de recevoir et de traduire la lumière. Donc, il y a une réaction, mais une réaction, j'allais dire, qui est arbitraire, parce qu'elle transforme la réalité à l'extérieur de moi en quelque chose qui ne lui ressemble pas, qui est un signal électrique, électrochimique. Donc, première traduction du monde en moi. On pourrait dire déjà, on a beaucoup déformé le monde, on n'en perçoit qu'une partie, on l'a beaucoup filtré, on a une vision extrêmement réductrice. Alors, on perçoit, nous, les infrarouges, mais on les perçoit... notre œil pourrait les percevoir, on pourrait espérer que... Mais en fait, on ne les perçoit pas par la vue, on les perçoit par la sensation, les infrarouges, quand ils sont assez forts, par la sensation tactile, quand ils viennent toucher notre peau. Mais on pourrait imaginer un œil qui perçoit ce que nous, on appelle les infrarouges. Deuxième traduction, c'est pas tout. Vous allez voir qu'on s'éloigne de plus en plus de ce qu'on pourrait appeler la réalité. Et on va aboutir à ce qu'on appelle le sens, mais vous allez voir là, on s'est éloigné de plusieurs pays de la réalité, si vous voulez. La deuxième traduction, c'est la traduction de ce signal électrique, nerveux, dans notre organisme, en image mentale. Et Nietzsche nous dit, mais cette traduction en image mentale, cette image mentale, elle n'a rien à voir, elle non plus, avec un signal électrique. La façon dont je me représente la lumière, ou l'image que j'ai de la lumière, cette image mentale, ou l'idée que j'ai de la lumière, ne ressemble pas à un signal électrique. C'est une autre sphère de réalité, qui est une sphère de réalité psychique, mentale, si vous voulez, qui n'a pas de rapport pareil, de ressemblance avec le signal nerveux qui lui a donné naissance. Donc ça, c'est la deuxième traduction. C'est la deuxième sphère de réalité, si vous voulez, après cette première sphère de réalité qui est ma réceptivité, de mon système nerveux, de mes organes, de ma façon de recevoir la première impulsion du monde qui vient de l'extérieur, et puis même les impulsions internes, puisque mon système nerveux, il perçoit tous mes phénomènes internes, la faim, la soif, etc. Il les traduit, voilà. Mais par exemple, je viens de citer la faim ou la soif. Quelle est la ressemblance entre le sentiment, comment dirais-je, de soif et la réalité de la soif? La réalité de la soif, c'est un manque d'hydratation. Elle se traduit par une sécheresse dans la gorge. Et nous, on va ressentir ce qu'est la soif. Mais le sentiment d'avoir soif ne ressemble pas, si vous voulez, au phénomène simplement des muqueuses. C'est une traduction mentale de ce que mes muqueuses ressentent, si vous voulez. Je vous prends un exemple, il y a une fameuse maladie qui est l'hydropisie. Et l'hydropisie, c'est une pathologie, c'est le fait d'avoir soif, d'avoir un sentiment de soif qui est provoqué par, je ne connais pas le phénomène d'ailleurs chimique qui le produit, physique, c'est le fait d'avoir soif alors que notre corps est hydraté. Et attention, on peut en mourir parce que si vous avalez des litres et des litres, alors c'est pas bon non plus, c'est pas bon pour vos reins, et puis même vous pouvez en mourir si vous allez au bout de cette ingestion. Vous avez la soif, mais vous n'avez pas soif, enfin votre corps n'a pas un manque d'hydratation. Donc vous voyez bien que entre le phénomène mental, l'impression, la sensation de soif telle que moi je la vis et l'état de mes muqueuses, de mon corps, ce n'est pas la même chose. Alors on espère que c'est toujours correspondant quand même, que la traduction correspond aux besoins.
on espère quand même qu'effectivement, quand on ressent la faim, c'est qu'on a bien faim, quand on ressent la soif, c'est qu'on a bien soif. Mais pas toujours. Il y a des phénomènes d'addiction à la nourriture, ou de phénomènes de fausse faim induite, ou des phénomènes de soif trompeuse, qui sont des phénomènes, des sensations de soif. Dans mon esprit, j'ai soif, mais mon corps n'a aucun besoin, si vous voulez. Et pareil pour la lumière, l'image que j'ai de la lumière, cette image mentale, elle ne ressemble en rien à cette transmission du nerf optique. Et pourtant, le monde est baigné de lumière pour moi. Et pour moi, la lumière, elle sature le monde. Et il n'y a que ça, quand le soleil irradie. Maintenant, si on me dit, mais il y a plein d'ondes, toi, c'est une petite partie que tu traduis et tu penses que ça emplit de son rayonnement toute la réalité, on se dit, mais non, c'est pas du tout ça. C'est une petite partie d'une certaine longueur d'onde qui est extrêmement restreinte, que tu as traduit dans ton univers mental et qui n'est que, finalement, qui n'est qu'une petite partie de la réalité qui, pour toi, inonde le monde. Mais c'est comme ça qu'on l'aperçoit. Ça, c'est la deuxième traduction. Alors, c'est pas tout. Parce que là, on s'est déjà beaucoup éloigné de la réalité. À votre avis, quelle va être la troisième traduction? Le troisième monde, la troisième sphère, la troisième bulle à travers laquelle va se dire le sens du monde et qui, pareil, ne va pas ressembler à cet univers mental, mais qui va être une traduction de cet univers mental. Mais une traduction, je ne peux même pas dire mensongère, parce que s'il n'y a pas de vérité ou de mensonge pour Nietzsche, il y a juste, c'est une autre réalité, si vous voulez. À votre avis, quelle est? Le langage. C'est le langage. Bien joué Isa. Alors, c'est dommage parce que je devrais avoir des images, vous savez, des bons points comme j'avais ou distribuer, ou alors à venir avec des chocolats ou des macarons et sortir un macaron et donner un macaron, jeter des macarons. Non, parce que le macaron, c'est quand même pas mal, c'est pas une croquette. Attendez, vous prenez un petit café, etc. Je vous sors un macaron, vous êtes content. Attendez. Donc, il faudrait que j'y pense. Donc, effectivement, il y a le langage. Donc, alors, évidemment, Nietzsche nous dit, le langage, d'abord, il varie selon le temps, les époques, les cultures. Ce n'est pas le même, il n'a pas la même sonorité, il n'a pas la façon ensuite de s'écrire, de se transcrire. Il n'a pas la même façon, comment dirais-je, de nommer les choses. Il ne vous fait pas habiter le monde de la même façon par ses sonorités, etc. Et surtout, ce langage, il est sexué ou il n'est pas sexué. Vous savez, il y a des langues qui ne sont pas sexuées, l'anglais n'est pas sexué. Et puis vous nommez le monde à travers des mots sexués. Le soleil est masculin et la lune est féminine. Et d'ailleurs, c'est ce qui donne tout un imaginaire mythique, mythologique, autour du caractère solaire du masculin et lunaire du féminin. Alors je dirais pas sans raison, puisque les cycles de la Lune sont de 28 jours et les cycles menstruels correspondent à peu près au cycle de la Lune. Mais il faut savoir que pour les peuples du Nord, par exemple je prends les Allemands, c'est 10 zones, le soleil est féminin. D'Hermond, la Lune est masculine. Pour les Allemands. Et pour les peuples du Nord en général. Ça n'est pas du tout le même univers mental, la même symbolique, ça ne génère pas le même rapport au monde, la même façon de parler de la lumière, de la luminosité, etc. Et donc va se développer un langage, une façon d'habiter le monde, de le nommer, un univers mythique, mythologique. Vous le savez, pour les Égyptiens, le soleil, Amon ou Amon-Ra, c'est l'un des grands dieux, c'est pas le dieu primitif originaire, certes, mais c'est un grand dieu, et pour eux le soleil, quand ils parlent du soleil, quand ils vivent le lever et le coucher du soleil, le fait que le soleil retourne dans le monde des morts pour traverser, je crois dans une barque, le monde des morts, et puis reparaître à l'autre. Il y a toute une façon d'habiter le monde, de penser la réalité, l'au-delà, le monde des morts, le retour de la vie, ce qu'est le soleil, son irradiation, la peur de la sécheresse, la gratitude qu'on a pour les inondations, pour les crues du Nil, pour ce retour de la vie, etc. Donc vous allez développer un rapport à la lumière, la luminosité, ce qu'elle signifie pour vous, à travers le langage, une littérature, des mythes, des croyances, une religiosité, etc. Mais qui n'a rien à voir avec votre image mentale, qui est juste la lumière, si vous voulez. Et après, vous avez toute une façon symbolique d'habiter le monde, une différence entre l'ombre et la lumière, ce qu'elle signifie pour vous, ce que signifie l'ombre et la lumière.
Alors je disais parfois aux élèves, un peu pour les provoquer, vous prenez des photos en permanence, mais les véritables photos, les plus beaux portraits sont les portraits en noir et blanc, où il n'y a pas de couleur, parce que c'est là que la lumière, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce que c'est là qu'on voit le jeu de l'ombre et de la lumière, qu'on voit le relief d'un visage qui n'est pas gommé uniquement par, si vous voulez, dégrader des couleurs. Les pixels, maintenant on dirait les pixels. Mais parce que le visage prend son relief, et c'est là qu'on peut le plus jouer dans les portraits, et donc on jouait beaucoup dans les films en noir et blanc, sur cet éclairage cru de la lumière, etc., et ce jeu d'ombre, cette projection. Mais en parlant de ça, vous voyez bien que pour la génération de maintenant qui regarde que des films en couleur, le noir et blanc n'a pas la même signification, c'est un peu vieillot, c'est voilà. Alors que pour moi, le noir et blanc, il évoque quelque chose d'autre. On vit pas dans le même monde de lumière. Si je veux dire, on n'a pas le même rapport symbolique à ce qu'est l'ombre et la lumière, à ce que sont les couleurs, ce qu'elles peuvent signifier, etc. Alors où est la réalité là? Parce qu'on est parti du spectre électromagnétique, de sa première traduction en signal électrique en nous, de sa deuxième traduction en image mentale, de sa troisième traduction en langage, en mythe, en mythologie, en narration, en façon de nommer le monde, en façon d'habiter le monde et de nommer la lumière, la luminosité, l'ombre, la noirceur, l'obscurité, ce qu'elle signifie pour nous. Il n'y a pas de ressemblance, si vous voulez, ce sont des traductions successives. Et ce que dit Nietzsche, c'est qu'en fait, nous avons un rapport de création à la réalité, à ce que nous appelons la réalité. Ça veut dire qu'en fait, l'être humain, il est le co-auteur, si vous voulez, le co-créateur de la réalité. Certes, il y a une impulsion qui vient de l'extérieur, mais son corps traduit les choses d'une certaine façon, son esprit en est une autre traduction, et son langage, et tout ce qui est dérivé du langage, toutes les mythes, les narrations, les récits, etc., l'imaginaire collectif, qui a une part d'inconscient aussi, tout ça c'est encore une nouvelle traduction. Donc il y a 3 traductions successives, et donc quand on va nommer le sens du monde, de la réalité, finalement on sera dans une bulle qui aura créé, si vous voulez, de façon esthétique. Nietzsche, il y a une dimension esthétique dans l'être humain qu'il ignore en fait, dans la mesure où il crée la réalité dont il parle. Il pense qu'il parle d'un objet qui pourrait correspondre à la réalité, et en fait le sujet qu'il est, si j'ose dire, le sujet a créé l'objet dont il parle. Il l'a constitué, il l'a construit aussi à travers les catégories mentales qui sont celles de son langage, etc. Donc voilà ce que nous dit Nietzsche, et on peut dire que c'est la version maximaliste du courant d'idéalisme, parce que là, évidemment, vous voyez que la vérité pour Nietzsche n'a plus vraiment de sens de ce point de vue, si vous voulez, au sens d'adéquation, de correspondance à la réalité qui serait à l'extérieur de nous. Alors Nietzsche a des phrases célèbres là-dessus. Une des phrases les plus célèbres, vous la connaissez peut-être, c'est, je cite, « La vérité est ce type d'erreur sans laquelle les humains ne pourraient pas vivre. La vérité est ce type. » Alors moi, je ne suis pas nietzschéen, je le précise, mais je le présente sa pensée. La vérité est ce type d'erreur sans laquelle les humains ne pourraient pas vivre. Ils ont besoin d'y croire. Ils ont besoin de l'ériger en absolu, et ils ont besoin, comment dirais-je, de constituer une vérité, voilà. Parce qu'il y a même une critique des sciences chez Nietzsche. Quand Nietzsche dit, mais finalement, à propos de la physique mathématique, elle correspond bien à la réalité au sens où elle peut prédire les choses. Mais penser que la réalité, c'est, comment dirais-je, une équation, c'est avoir déjà, comment dirais-je, appauvri la réalité et n'en avoir fait qu'une forme quantifiable et résumable à travers des symboles. Ce qui est déjà une façon d'appauvrir la réalité. Ça n'est pas faux, ça ne veut pas dire que le calcul ne va pas s'avérer exact, au sens où vous pouvez prévoir le cours des planètes et ce qui va se passer dans une situation, je l'ai dit, quand vous lâchez un corps, vous connaissez la loi d'accélération de la chute des corps, mais que ce soit la réalité, le réel, d'avoir cette formule qui est en fait un ensemble de symboles qui, à la fois, comment dirais-je, ignore la singularité de chaque événement du monde pour une forme abstraite et générale, et qui en même temps la réduit à une forme de quantité abstraite, dire que c'est la réalité du monde, ça pose problème.
Donc vous voyez, c'est voilà. Bon, c'est une charge aussi contre la vérité au sens absolu, mais voilà, c'est un élément à connaître, c'est une affirmation importante. Voilà. C'est pas pour rien qu'on a classé Nietzsche parmi les philosophes du soupçon.